Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'aurait tellement aidé au début de ma grossesse, à savoir tout ce qu'il faut faire administrativement parlant quand on est enceinte, de quand on l'apprend jusqu'à ce qu'on accouche. Administrativement il y a plein de choses qui se passent et souvent c'est des occasions à ne pas manquer parce que il y a de l'argent en jeu. Soit tu vas pas en recevoir, soit il y a des prises en charge qui vont pas se faire et du coup tu vas devoir payer des trucs qui normalement devraient être remboursés. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir pour que financièrement ça roule, pour que administrativement ça roule, pour qu'en fait tout simplement t'aies pas de problème de papier de dernière minute, parce que je trouve que c'est hyper stressant. Et d'avoir une vidéo récap comme ça qui te dit presque étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire et plus ou moins comment le faire, je trouve que c'est très aidant. En tout cas moi j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de vidéo. Alors la toute première chose qui est importante à dire, c'est que pendant toute votre grossesse, on va vous demander 3 dates. Et ces 3 dates là, il faut absolument les retenir. Vous voulez noter, vous faites ce que vous voulez dans votre téléphone, sur un papier, peu importe, mais on va vous les demander tout le temps. Quel que soit votre rendez-vous médical ou administratif, on va tout le temps vous demander ces dates. Parfois ce sera plutôt l'une, parfois ce sera plutôt l'autre, ça dépend aussi du stade de votre grossesse, mais il faut les retenir. La première étant la plus facile à connaître en temps normal, c'est la date du début des dernières règles. Donc normalement quand vous tombez enceinte, vous n'avez plus vos règles, en tout cas sinon ce ne sont plus des règles, ça relève d'autre chose et dans ce cas là il faut aller chez le médecin. La date du début des dernières règles va aider à calculer tout un tas de trucs pour les professionnels de santé. Normalement c'est pas quelque chose de compliqué parce qu'aujourd'hui il y a plein d'applications très utiles pour ça. Je pense notamment à l'application Clu ou Clou, je sais jamais comment le dire, ou aussi l'application Flow. L'application Flow elle est plus connue pour ceux qui sont en désir d'enfant en conception, parce que y a tout un truc autour de l'ovulation. Tu peux entrer tes tests d'ovulation à l'intérieur, les tests de grossesse positifs, négatifs, etc. Et ça te calcule tout un tas de choses. Clou aussi on peut rentrer plein de choses dedans, c'est juste que pour la conception Flow est assez connu. L'inconvénient je dirais c'est que Clou est gratuit donc ça c'est cool, mais que Flow est très rapidement payant, ça c'est un peu moins cool. Voilà, tout simplement. Mais les deux sont plutôt utiles, je me suis amusée à checker un peu les deux et à rentrer des données dans les deux pour voir, et ça me donnait plus ou moins les mêmes réponses, donc relativement fiable dans les deux cas pour moi. Ensuite, quand vous êtes enceinte, vous allez avoir normalement un premier rendez-vous avec une sage-femme, un gynéco, en tout cas quelqu'un qui va pouvoir vous faire une échographie de datation. Cette échographie de datation, ce n'est pas une échographie sur le ventre parce qu'à ce stade-là, l'embryon est beaucoup trop petit. C'est une échographie qu'on appelle endovaginale, il me semble, et donc qui passe par l'intérieur. C'est une échographie qui va servir à déterminer, selon la taille, etc. de l'embryon, la date approximativement, la date de conception. Donc la date, pas la date du rapport, mais la date de rencontre entre l'ovule, le spermatozoïde. Cette date là pareil, c'est une date à retenir qui vous sera donnée par le professionnel de santé qui vous fait cette échographie, sage-femme ou médecin gynécologue. En tout cas cette date là elle est très importante parce que grâce à celle-ci sera calculée la troisième date à retenir, à savoir la date de votre terme ou bien la date de votre accouchement présumé, même si on peut dépasser un peu le terme en France de quelques jours. Et donc comme je l'ai dit, cette date elle est calculée par votre professionnel de santé à partir des 2 dates précédentes, le début de vos dernières règles et la date présumée de conception. Voilà, ça c'est le plus important. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous dire ces 3 choses là parce que j'aurais aimé qu'on me le dise et que je les retienne dès le début, parce que j'ai toujours dû sortir un tas de papiers pour chercher ces 3 dates là. Retenez les 3, comme ça vous aurez pas de soucis. Ensuite, donc vous avez ce rendez-vous avec la sage-femme. Moi je vais dire sage-femme à chaque fois parce que c'est par une sage-femme que j'ai été suivie, mais à chaque fois médecin gynéco. Donc rendez-vous avec la sage-femme pour cette fameuse échographie de datation. Ensuite vous aurez un suivi médical dont on parlera dans une autre vidéo, et vous aurez l'échographie du premier trimestre. Cette échographie va donner lieu à une déclaration de grossesse. En général c'est vers le 3e mois, vers environ 12 semaines aménorrhées. Cette déclaration de grossesse elle peut prendre 2 formes selon le médecin chez qui vous êtes. Soit vous avez un médecin qui est, ou une sage-femme ou un gynéco, qui est très connecté, ou qui est connecté tout court d'ailleurs, hein. Ça tend de plus en plus pour aller à là, mais il y en a encore qui ne le sont pas.
Vous avez une sage-femme qui est connectée et du coup qui va faire votre déclaration de grossesse en ligne directement avec vous, et cette déclaration va être télétransmise automatiquement aux organismes du style la CAF ou la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie. En gros, Amélie, pour ceux qui ont Amélie. Sinon, l'AMGEN, si comme moi vous faites partie de l'éducation nationale, il y a beaucoup de chances pour que vous soyez MGEN. Dans ce cas, c'est aussi automatiquement transmis donc à votre assurance maladie et à la CAF. Ces deux organismes-là sont donc immédiatement informés de votre grossesse. Et donc après, vous allez avoir d'autres démarches à faire que je vais vous expliquer, mais au moins ils sont au courant. Si votre médecin n'est pas connecté, vous allez devoir faire la transmission vous-même. Donc la sage-femme va normalement vous remettre un papier de déclaration de grossesse que vous allez devoir envoyer, donc soit par la poste, soit par mail en scan, selon ce que demandera votre organisme, à votre CAF et à votre assurance maladie. Une étape indispensable. La déclaration de grossesse doit être transmise à tout prix à ces organismes-là. Ça va vous simplifier la vie et la prise en charge pour la suite. Donc vraiment ne pas traîner, vous sortez de la sage-femme, vous vous posez à la maison et vous faites votre transmission si c'est nécessaire. Ce papier de déclaration de grossesse, ce papier est absolument primordial. Imprimez-le, enregistrez-le en PDF, faites ce que vous voulez mais ne le perdez pas parce que une fois qu'il a disparu, le retrouver c'est une vraie galère, c'est trop compliqué de retrouver la déclaration de grossesse. Donc dès que vous la recevez, vous la photocopiez, vous l'imprimez, vous l'enregistrez dans votre ordinateur, sur une clé USB, sur un disque dur, ce que vous voulez, vous ne devez pas perdre ce papier. Vraiment, c'est une galère à retrouver, donc ne vous en séparez pas. Je vous donne un conseil, mettez-le dans votre dossier de grossesse tout en haut. Sur ce papier, il y a écrit plusieurs des fameuses dates dont je vous ai parlé au début, à savoir date de conception et date des dernières règles. Il me semble pas qu'il y a la date de terme sur ce papier, mais gardez-le, ça va vous sauver la vie, vraiment. C'est aussi un papier dont vous pouvez éventuellement avoir besoin pour l'envoyer à votre employeur si vous souhaitez l'informer de votre grossesse, ce qui n'est légalement pas obligatoire en France. Je vais quand même vous préciser, il faut que cette déclaration de grossesse soit signée et tamponnée. Si le professionnel de santé ne le fait pas spontanément parce que c'est télétransmis et il vous envoie juste une fiche récap de la télétransmission, demandez-lui de vous l'imprimer, de la signer et de la tamponner. Signature, tampon. Demandez ça à tous les professionnels de santé que vous allez croiser au cours de votre grossesse, ça vous épargnera bien des galères avec votre assurance maladie ou votre mutuelle pour les remboursements. Croyez-moi, j'en ai fait les frais, donc signature, tampon en toutes circonstances. Donc une fois que ça c'est fait, toute la prise en charge commence avec la CAF et avec l'assurance maladie. Pour commencer, la CAF va vous demander soit via un courrier par la poste, soit par mail, soit dans votre espace personnel à la CAF. Si vous n'en avez pas, du coup ça va être le moment de le créer. Va vous demander votre avis d'imposition. À partir de cet avis d'imposition va être calculé le montant de votre prime de naissance. Si vous y avez droit, parce que ça dépend de vos revenus. Selon les revenus, vous avez une prime de naissance plus ou moins élevée et le montant c'est vraiment surprise. Vous ne savez pas à la fin de la démarche combien vous allez recevoir comme prime de naissance. Elle arrive à peu près sur votre compte en banque vers le 7e mois, 8e mois, non 6-7e. Il calcule en fait votre quotient familial et du coup ça vous donne aussi une estimation de combien vous allez toucher à la naissance de l'enfant par mois, si vous avez le droit à une aide de la CAF pour votre enfant de manière mensuelle. Ensuite, pour la prise en charge de l'assurance maladie, ce qui est super important une fois que la déclaration de grossesse a été faite, c'est de mettre votre carte vitale à jour. Pour ça, vous allez dans à peu près n'importe quelle pharmacie, vous pouvez demander à faire mettre votre carte vitale à jour. Ça va vous permettre d'être pris en charge et intégralement remboursé, en fait de n'avoir rien à payer pendant tous les rendez-vous, que ce soit les échographies, que ce soit toutes les analyses sanguines ou urinaires ou autres au laboratoire, que ce soit tout ce qui est suivi, gynéco, sage-femme, médecin, etc. pendant votre grossesse, tout est pris en charge. Et pareil pour les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, mais ça on en reparlera plus tard. Donc c'est cette mise à jour de votre carte vitale qui vous permettra d'être remboursé correctement et qui est primordiale à faire dès que la déclaration de grossesse a été transmise et reçue par votre organisme de santé.
Comme la CPAM, Amélie, l'assurance maladie, la MGEN, bref, comme cet organisme est au courant de votre grossesse, il va vous envoyer un calendrier, pareil, qui est très important à conserver, que je ne peux pas vous montrer parce que du coup il y a toutes mes informations personnelles dessus. Mais en gros c'est un calendrier sur lequel il y a écrit toutes les dates de vos examens mois par mois, y compris les dates du congé maternité. Quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine. Prochain gros morceau administratif, c'est l'inscription à la maternité. Si vous accouchez en maternité ou en maison de naissance, il faut s'inscrire. Et ça dépend un peu de dans quelle région est-ce que vous habitez. Il y a certaines régions, je sais qu'à Paris, il y a certains hôpitaux où t'as 1 mois de grossesse et tu dois déjà t'inscrire sinon il n'y a plus de place. Mais il y a d'autres lieux comme par exemple à Strasbourg, on est assez tranquille et on peut aller s'inscrire au 7e mois sans problème. Moi j'ai voulu venir plus tôt, on m'a renvoyé en me disant c'est trop tôt, viens au 7e mois. Ça dépend de là où vous habitez. Je vous conseille de poser la question à la personne qui vous suit, à la sage-femme qui vous suit par exemple, qui vous donnera le délai en fait dans lequel il faut s'inscrire au mieux. En général, à part les très grandes villes qui sont surbookées ou bien les maisons de naissance qui sont malheureusement trop peu nombreuses, ça se fait entre le 3 et 7e mois on va dire. Pour l'inscription à la maternité, vous allez avoir plusieurs papiers à remplir, bien sûr votre identité, antécédents médicaux, etc. Les fameuses dates dont je vous parlais au tout début, règles, conception et terme. Et vous allez aussi avoir un papier avec une personne de confiance à contacter. Dans mon cas, forcément c'était mon mari, mais ça peut être quelqu'un d'autre pour vous. Il y a aussi un papier pour savoir si vous voulez ou non une chambre individuelle au moment de votre accouchement. Enfin pas la salle où vous allez accoucher, évidemment là vous serez seul avec l'équipe médicale et votre accompagnant, mais après, à la maternité, les jours qui suivent, est-ce que vous voulez une chambre individuelle ou est-ce que avoir quelqu'un d'autre c'est ok pour vous? Il y a aussi tout ce qui concerne est-ce que le papa peut rester avec vous à la chambre, tout ce qui est frais supplémentaires finalement. Si vous voulez que le papa reste, si vous voulez que les repas de papa soient pris en charge, si vous voulez que y ait la télé, le téléphone dans votre chambre ou je ne sais quelle autre option. En gros c'est à ce moment là que les papiers se remplissent et ces papiers là vous pouvez les envoyer comme devis à votre mutuelle pour voir ce qu'ils prennent en charge ou pas, parce que pour le coup tout n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Il y a une grosse partie qui est prise en charge, mais les chambres individuelles c'est du confort en quelque sorte. Donc c'est pas pris en charge, sauf si votre mutuelle le fait. Et il y aura aussi tout un grand questionnaire à remplir à destination de l'anesthésiste. Même si vous voulez une naissance sans péridurale, le rendez-vous anesthésiste est obligatoire, on en reparlera. Et vous avez un certain nombre de questions auxquelles répondre, tout simplement pour votre sécurité. En cas de nécessité d'anesthésie, quelle qu'elle soit, générale ou pas ou autre, il faut avoir certaines indications sur votre état de santé. Ensuite, le 4e mois de grossesse, c'est le moment de l'entretien prénatal précoce. Ça se fait avec une sage-femme, en général, celle qui va vous faire les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Pareil, c'est entièrement pris en charge par la sécurité sociale, mais il faut prendre rendez-vous et il faut planifier tout ça, en fait, les cours de préparation et tout, ça se planifie à l'avance. Ils peuvent être individuels ou collectifs selon les cours, selon les professionnels de santé, selon les lieux où vous le faites. Les maternités proposent souvent aussi ce genre de cours, c'est juste que la plupart du temps ils sont collectifs dans les maternités. Au niveau des remboursements, vous avez il me semble 7 ou 8 cours, quelque chose comme ça, de préparation à la naissance et à la parentalité. Ce qui sort de ces 7 ou 8 séances sera à vos frais, c'est-à-dire par exemple, et j'en reparlerai dans une vidéo dédiée, pour ma part j'ai choisi de faire la préparation classique dont je suis en train de vous parler, mais j'ai aussi choisi de faire de l'aptonomie. L'aptonomie c'est aussi une préparation à la naissance au même titre que la sophrologie, l'hypnose ou plein d'autres types de préparation à la naissance que vous pouvez choisir. Certaines mutuelles remboursent certains types de préparation à la naissance, notamment l'aptonomie qui commence un peu à être pris en charge par certaines mutuelles. Vous avez aussi un petit check-up à passer, que la mutuelle ou l'assurance maladie vous envoie un papier. Pareil, vers le 4-6e mois, vous recevez un papier par la poste qui est une prise en charge 100% pour un contrôle dentaire. Donc vous allez chez un dentiste, vous ne payez absolument rien, c'est valable jusqu'à il me semble 12 jours après la naissance.
et c'est juste pour vérifier l'état de votre bouche, de vos dents, etc. Parce que c'est une zone qui peut être particulièrement sensible pour plein de raisons pendant la grossesse, notamment les hormones. On peut avoir des dents qui se déchaussent par exemple, pour parler un peu des pires choses. Et ça peut aussi être des caries, des dents qui sont très abîmées, notamment s'il y a eu beaucoup de nausées et vomissements, l'acidité peut avoir abîmé les dents et donc un petit passage chez le dentiste en milieu fin de grossesse peut être vraiment très bénéfique pour vérifier tout ça. À savoir aussi que si lors de l'accouchement il y a quelconque souci ou peut-être parfois c'est prévu pour des raisons médicales et qu'il y a besoin d'une anesthésie générale, il peut y avoir une intubation ou en tout cas on peut vous mettre quelque chose dans la bouche pour vous permettre de respirer. Dans ce cas là pareil, il peut y avoir ça peut abîmer les dents, c'est un risque, enfin c'est pas systématique mais ça peut abîmer les dents et donc si vous avez déjà à la base des dents fragiles, des dents mal entretenues ou autres, ce serait quand même bien d'aller voir le dentiste pour pouvoir prévenir tout ça et avertir aussi l'anesthésiste de votre état dentaire disons, mais de toute façon ça fait partie du questionnaire pour l'anesthésiste dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Administrativement, il y a pas spécialement de démarche à faire si vous êtes marié avec votre conjoint puisque vous avez déjà un livret de famille. Donc ce sera après la naissance qu'il faudra faire des démarches pour déclarer l'enfant avec ce livret de famille. En revanche, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes pacsé ou si vous êtes juste en concubinage, si vous êtes juste conjoint, là vous avez une démarche à faire. En tout cas le papa a une démarche à faire, une reconnaissance anticipée qui doit se faire à la mairie et qui est obligatoirement faite par le papa. La maman peut ou doit être présente selon les mairies, mais si le papa n'est pas là, ça ne peut pas se faire. Ça paraît logique, mais bon, il y a des fois des familles où les papas ne sont pas du tout présents pendant tout ce qui est démarches administratives, préparation à la naissance, rendez-vous médicaux pour maman bébé et tout, et qui s'occupent de leur enfant seulement après la naissance, voire qui ne s'en occupent pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas cette démarche ne peut pas être faite par madame et c'est bon, papa signe et c'est fini. Non, c'est le papa qui doit se présenter à la mairie. Et le dernier point administratif qui est souvent négligé mais que je trouve trop important, c'est de commencer à anticiper votre postpartum administrativement parlant. Alors bien sûr ça va être se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut faire administrativement après l'accouchement, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui va être médical, à savoir éventuellement trouver un pédiatre ou un médecin généraliste qui sait s'occuper des nouveau-nés pour pouvoir suivre votre enfant à la naissance, parce qu'une fois que vous allez accoucher c'est clairement pas le moment où vous allez vous casser la tête à trouver des professionnels de santé. Pareil pour tout ce qui va être rééducation du périnée ou abdominal, trouvez votre sage-femme, kiné, médecin qui est capable de vous faire ça, qui est spécialisé dans ce genre de choses là. Quelqu'un qui vous correspond. Ça va aussi être la protection maternelle et infantile qui normalement envoie une puéricultrice à domicile qui va vous contacter en avance pour vous proposer de passer chez vous, etc. Nous, toutes nos sages-femmes, médecins et tout nous ont très fortement conseillé d'accepter et de la faire venir. Ça se passe juste après l'accouchement, enfin dans les jours, semaines qui suivent. Et les deux dernières qui sont trop importantes, c'est de contacter votre mutuelle pour demander s'il y a une prime de naissance. Parce que si vous ne la réclamez pas, personne va vous courir après pour vous donner cet argent, hein, bien évidemment. Mais bien souvent, les mutuelles donnent des primes de naissance et elles peuvent même donner des primes de naissance à maman et à papa pour le même enfant. Les deux peuvent recevoir une prime de naissance. Ça dépend de vos mutuelles, ça dépend de leur politique. Toutes les mutuelles ne sont pas encore à égalité entre les deux parents, on va dire. Mais ça peut être plutôt avantageux et ça se compte souvent en quelques centaines d'euros. Donc c'est tout bénef à poser la question. Peut-être qu'ils vous diront juste non, mais ça vaut mieux qu'ils vous disent non parce que vous avez demandé, que en fait c'était oui mais vous n'avez pas posé la question donc vous n'avez rien perçu. Souvent pour recevoir cette prime de naissance il faut rattacher votre enfant à votre mutuelle. Ça c'est des démarches que vous ne pouvez pas faire avant la naissance mais c'est toujours bien de se renseigner avant.
Aussi, la deuxième chose administrative à faire qui est trop important, et je pense que c'est celle qui a été la plus difficile pour moi, c'est de contacter des modes de garde si vous n'en avez pas dans votre famille proche ou que vous ne souhaitez pas confier vos enfants aux grands-parents toute la semaine, ou juste parce qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils travaillent encore, ou peu importe, chacun ses raisons. En tout cas, vous allez avoir besoin d'un mode de garde, et ce mode de garde, il se réfléchit. Vous allez tomber de votre chaise. Il se réfléchit dès le premier trimestre de grossesse, dès les premiers mois. J'étais enceinte de, je crois, 12 ou 15 semaines aménorrhées, qu'on me parlait déjà de crèche. Oui, oui, alors ça, moi ça m'a horrifiée parce que je n'arrivais pas à imaginer que ce truc qui fait actuellement 6, 7, 8 cm dans mon ventre, je vais devoir le confier à des gens que je ne connais pas dans un endroit que je ne connais pas. Ça me rendait complètement folle de penser à ça. Seulement les places sont chères, les crèches sont surbookées. Dans les assistantes maternelles, c'est pareil. Bref, vous devez absolument prévoir ça vraiment, vraiment, vraiment en avance. J'ai contacté une crèche 6 mois avant la rentrée scolaire. Ils étaient déjà full. Il n'y avait plus de place. Je devais attendre 1 an supplémentaire pour pouvoir placer mon enfant. Alors, mon enfant n'aurait pas été né au moment de la rentrée scolaire, donc ça, c'était pas grave. Mais quand j'ai parlé de septembre, ils m'ont dit non, non, mais là c'est pas possible, 2024, on est complet. J'ai dit non, non, mais vous inquiétez pas, 2024, il sera pas là, il est pas encore né. Mais quand même, moi je trouve ça fou à quel point il faut prévoir ça à l'avance. C'est-à-dire que des fois, t'as 1 ou 2 mois de grossesse, tu dois déjà contacter une nounou ou une crèche. Ça m'hallucine. Mais faites-le, vraiment, parce que sinon vous allez vous retrouver coincé au moment où vous allez devoir retourner travailler et vous n'aurez pas de moyens de garde, tout simplement. Et ça, c'est vraiment chaud. Donc contactez des crèches à l'avance, contactez des assistantes maternelles à l'avance, renseignez-vous au maximum. Et ouais, appelez, visitez, faites les dossiers, faites même des dossiers dans plusieurs endroits pour être sûr d'avoir une place quelque part, quitte à se désister et libérer une place pour quelqu'un d'autre ensuite. Mais vraiment, faites des dossiers quoi. C'est monstrueux à quel point... j'ai un peu démarché autour, j'ai appelé et tout, et la plupart étaient déjà complets aux dates que je voulais. Alors que j'étais enceinte de 2-3 mois. Et bah non, c'est pas possible. Donc... je trouve que c'est assez dingue, enfin il y a un vrai manque de personnel et un vrai manque de moyens dans tout ce qui est petite enfance, de toute façon on le sait, mais au point de devoir réserver une crèche pour ton enfant alors que t'as même pas encore fait ta déclaration de grossesse, je trouve que c'est un peu dur. Mais voilà, faites-le, vous vous remercierez vraiment de l'avoir fait. Et le dernier petit conseil que je vous donnerai pour terminer cette vidéo et qui est... je pense le plus important et celui qui va vous éviter le plus de galères, c'est de garder tous les papiers qu'on vous donne ou qu'on vous envoie par la poste ou que les médecins vous donnent ou que les administrations vous donnent, peu importe. Gardez tout, faites-vous un classeur, une pochette, un trieur, faites ce que vous voulez. Gardez tous les papiers et vous allez voir, plus les mois vont avancer, plus votre pochette va gonfler ou votre classeur va gonfler. Et en plus c'est horrible parce que vous devez vous le trimballer à chaque rendez-vous administratif ou médical parce qu'ils vous posent tout le temps 1000 questions et vous savez que c'est dans ce dossier, donc vous devez vous balader avec tout le temps. Mais vraiment trop important de garder tous les papiers parce que des fois vous vous dites ah mais c'est bon, cette feuille elle est inutile. Ouais bah 3 mois plus tard il y a un médecin que t'as jamais vu qui en a absolument besoin pour finir le dossier de je sais pas quoi. Gardez tous vos papiers sans exception. Et parmi les petits morceaux de papier les plus indispensables, la carte de groupe sanguin. Ils vous font normalement une analyse de sang au premier trimestre, voire même le tout premier mois, vous avez déjà cette analyse sanguine à faire. Vraiment, c'est une petite carte en fait, un format carte bancaire où il y a votre groupe sanguin dessus. Gardez-la précieusement, absolument, parce qu'on va vous la demander tout le temps. Absolument tout le temps. Surtout si votre groupe sanguin n'est pas compatible avec celui de votre bébé, alors là on va encore plus vous la demander. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de choses en fait à faire quand on les liste comme ça, mais en réalité ça prend pas tant de temps que ça, c'est juste qu'il faut le savoir et qu'il faut le faire et surtout qu'il faut le faire dans les bons délais pour pouvoir être pris en charge correctement et souvent ne pas perdre d'argent en fait, tout simplement.
J'espère que ça vous aura aidé et ben bon courage pour tout ça, vraiment c'est administrativement moi ça me fait grincer des dents donc j'ai toujours besoin de courage pour faire ça. À bientôt.